Ensuite, l'évolution des virus ARN. Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et bien entendu, ce que l'on a appris au cours du Covid est extraordinaire. C'est une des plus belles leçons qu'on ait prises depuis... il y avait que le sida qu'on avait analysé aussi complètement que le Covid. Donc pour le Covid, maintenant, bon, il y a eu plus de 60 millions de séquences qui ont été faites, qui sont déposées dans les données, les banques de données qu'on peut analyser, qu'on peut donner. Nous ici, au moment où je dirigeais ça, on était déjà à 60 000 séquences dont on savait à quel moment elles avaient été prises, ce que les gens avaient, d'où ils venaient. Donc on a pu beaucoup travailler. Et donc on a pu analyser toutes les vagues. Là, vous voyez ça sur la diapositive suivante, cette petite vidéo. On a vu arriver ces différentes vagues là, qui ont été représentées, encore une fois, par Christelle Forzal. Et donc on a eu la première vague, et puis on a eu une deuxième vague. Donc ça a fait l'objet d'un débat, d'ailleurs, qui était un débat surréaliste, de savoir à chaque fois que je disais quelque chose, j'avais raison ou j'avais pas raison. Je ne prédis jamais rien. Et quand on me posait la question de savoir si je croyais aux prédictions des autres, je disais je ne crois pas plus aux prédictions des autres. C'est pour ça que moi-même je ne fais pas de prédictions. On me disait est-ce que vous croyez au rebond? Tout le monde parle d'un rebond. Je dis on ne connaît pas de maladie dans laquelle il y a des rebonds comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc on voit la courbe est normale, puis elle s'arrête, puis on la voit repartir. Ce que j'ai présenté, c'est une première vague qui vient, celle-là, d'Afrique, toute petite. Celle-là, c'était la fin de l'histoire de celui-là qu'on appelait Marseille, hein, c'est le premier d'entre eux. Et là, moi, je dis, écoutez, voilà, c'est pas le même, c'est un mutant, c'est un variant qui est arrivé là. Et là, tout le monde dit, mais non, c'est pas un variant, il n'y a pas de variant dans cette maladie, je sais pas, c'est sorti, ça. Le ministre même me dit ça. Plusieurs référents de télévision expliquent qu'il n'y a pas de mutant dans ce virus, c'est une espèce de délire. C'est bien de Internet, parce que comme ça, vous pouvez ressortir et regarder ce qu'ils disent. Une personne ne dit pas qu'il n'y a pas de variant. Je pense que j'ai introduit dans le monde la notion de variant. Donc nous, on a défini les variants comme étant ceux qui avaient plus de 5 mutations qui apparaissaient dans ce groupe-là. Donc pas une mutation, on ne sait pas ce que c'est la même chose, mais quand il y a un saut, c'est-à-dire hop, c'est plus la même chose, ben, on a appelé ça un variant, et il a fallu attendre 6 mois pour que le non-variant soit utilisé par l'OMS, les Anglais, à partir du variant anglais. Ce qui fait que nous, le variant qui a le plus tué chez nous, on l'a appelé Marseille 4, n'a jamais reçu un nom de variant officiel, bien qu'il ait terriblement tué. C'est comme ça, il y a ceux qui se sont donné le droit de définir les choses et qui trouvent que les définitions des autres, même quand elles sont très antérieures, n'ont pas de sens. Mais vous voyez ici les différentes vagues qui arrivent, hop, elles arrivent et puis elles disparaissent. Et puis une autre la remplace, et puis elles disparaissent, et une autre la remplace, et elles disparaissent. Donc c'est pas une épidémie, c'est plusieurs épidémies. Et dans ces épidémies, si on a la curiosité, c'est un peu curieux, si on fait le docteur, parce que là, on n'avait plus le droit d'être docteur du tout. Si on fait le docteur, on voit que la première maladie donnée chez les sujets en bonne santé et en forme, elle donnait surtout des formes qui étaient ORL, c'est-à-dire la perte de l'odorat, la perte du goût, parfois qui mettaient des mois à revenir, et donc on voyait très bien que c'était là que ça se passait, et chez les sujets qui étaient immunodéprimés ou âgés, ça donnait des formes pulmonaires et des thromboses vasculaires. Donc il y avait 2 formes de la maladie, et les formes de gens qui sentaient pas les odeurs étaient plutôt associées aux formes qui ne seraient pas graves. Ok. Maintenant, les formes qu'il y a actuellement, les formes banales, sont des gens qui ont plutôt des angines avec des conjonctivites. On voit plus d'anosmie et d'agueusie. Donc c'est pas la même maladie, c'est pas le même virus, c'est dérivé de ça. On verra si c'est celui-là, ce dérivé-là, qui s'installe de manière définitive. Mais vous voyez que si on prenait toutes les séquences que nous avions ici, vous voyez bien qu'il apparaît, chaque variant a une couleur différente, il y a un variant qui arrive, il y en a de plus en plus, et puis ça diminue, et puis un autre apparaît, et puis il augmente, et puis ça diminue, et ils font tous comme ça. Donc ça, c'est tous les différents variants qui représentent des épidémies différentes, qui ont une origine très lointaine d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. Et quand ces virus apparaissent, quelque chose qui est très important pour nous, hein, mais dans la conception, encore une fois, je ne crois pas qu'elle soit très claire dans l'esprit de tout le monde, c'est que ces variants, c'est pour ça que encore une fois, c'est un des éléments qui vous permettra de comprendre pourquoi on ne peut pas construire des virus artificiellement, parce que même quand on a tout sur ces virus, on ne sait pas expliquer ça, ces variants,
leur diffusion, est-ce que ça va être épidémique ou pandémique? On ne le sait pas à l'avance. Et donc, vous voyez, celui qui nous a qui a beaucoup tué chez nous, beaucoup, le pire de tout, dont on dit qui vient des visons, c'est le Marseille 4. Et on voit là, c'est la France, et vous voyez que le Marseille 4 a pris une importance, c'est lui qui faisait 90% des cas pendant cette période-là. Et puis, en même temps, nous, on en avait trouvé un autre qui commençait ici, qu'on avait appelé le Marseille 2, mais ce Marseille 2, en réalité, il venait d'Espagne. Et donc, en Espagne, si vous regardez ici, ici en Espagne, vous voyez que le Marseille 2, c'est ce qu'on a appelé, nous, Espagne, qui a été publié ultérieurement dans Nature, eh bien, il a fait quasiment 100% des virus qui étaient là. Donc, celui qui était ici et celui qui était ici, c'était pas les mêmes. En Angleterre, hop, ils ont eu aussi le Marseille 2, ils ont pratiquement pas eu le Marseille 4, tandis qu'au Danemark, ils ont eu le Marseille 4 et le Marseille 2 en même temps. Comment on explique ça? Vous voyez qu'on peut faire dans le laboratoire un truc qui va avoir une diffusion locale et un truc qui va avoir une définition, on ne sait pas le faire. Et puis après arrive le Yucca, qui ont baptisé Alpha pour pas vexer les Anglais, parce qu'il a commencé en Angleterre, et vous voyez que lui, il est pandémique. Donc le bleu, vous voyez, et le orange, ils étaient épidémiques, mais pas pandémiques, ils n'ont pas atteint tout le monde. Tandis que le rouge, il est pandémique, et puis alors là, c'est le delta, c'est celui qui vient d'Inde, il est pandémique aussi. Il atteint tout dans le monde entier. D'accord? Donc, et nous, on ne sait pas dire quel virus. Donc, vous voyez bien que c'est pas avec 3 rats et 2 furets que vous allez savoir quelle épidémie, est-ce qu'elle va s'arrêter en France ou est-ce qu'elle va aller en Angleterre. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire du tout. On ne comprend pas du tout. Donc, ce fantasme-là du gain de virulence des virus épidémiques, c'est un fantasme. Ça ne veut pas dire qu'un jour, les fantasmes ne deviennent pas réalité, c'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un fantasme. Personne ne sait comment on fait ça. C'est pas vrai. Donc, tous les gains de virulence, voilà, ça va faire quelques centaines de scientifiques ennemis, et en plus, tous ceux qui nous reviewent, je m'en fiche un peu de ne pas être reviewés, parce que j'ai plus l'âge. Mais, je peux vous dire, vous les rendez tous fous. C'est-à-dire que vous leur coupez les financements qu'il y a eu pour ça, les gains de violence, transparents ou pas transparents, c'est monstrueux. Hein. Donc, si vous dites c'est pas vrai, ça n'existe pas, vous en mettez une balle. Ok, quand même, l'armée française s'est construite 2 P4 pour faire ça, quand même, pour regarder ça, quand même. Hein. Donc si vous leur dites, écoutez, tout ça c'est fantasy, ça n'existe pas. Et donc vous voyez là, sur celle-là, vous voyez les variants qui arrivent au fur et à mesure, quand ils changent de couleur, c'est que c'est un nouveau variant, et chacun d'eux va faire une épidémie. Et là, le dernier, c'est Omicron, qui maintenant a explosé. Et comment ça se passe alors? Pourquoi? Il y a une chose qui nous intéressait vraiment beaucoup. Comment ça se passe, ces épidémies? Mais ces épidémies, on a représenté ça avec mon ami Hervé Chaudet, c'est que ça commence par quelque chose. On verra après, on appelle ça les mutations fertiles. Il y a une mutation qui permet que ce lignage, ou ce clone, se diffuse. Ça augmente, il y en a de plus en plus, et ça c'est la mutation fertile, et il continue à faire des mutations qui vont être intégrées dans le génome dominant, et il y en a une tous les 15 jours qui va être retenue. Et donc on voit, dans les génomes dominants, conséquence, c'est que les autres séquences qui relaguent, et qu'on voit très très bien sur ce schéma-là, c'est que à peu près tous les 15 jours, il y a une nouvelle mutation qui est autorisée. Mais ces mutations ne sont pas fertiles. C'est des mutations qui sont neutres ou pas très bonnes. Et en moyenne, au bout de 7 mutations comme ça, le virus disparaît. Donc ce qui veut dire, puisqu'il y en a une tous les 15 jours, que ces épidémies durent en moyenne 3 mois et demi. Et c'est ce qui donne la forme des épidémies virales de ce type de virus, aussi bien respiratoire que, vous voyez, la grippe c'est pareil. Globalement, tout ça est dû au fait, alors ça avait été très démontré, très très joli travail qui avait été fait chez la souris, avec un virus de souris, pas avec un virus humain, des gens normaux, enfin, des gens qui travaillent sur les virus associés aux animaux qui rendent malades. Ça avait été très très bien montré, il appelait ça, effectivement, il disait, la tolérance aux mutations qui ne sont pas bénéfiques est faible et entraîne la mort, la disparition du virus. Et donc c'est très intéressant parce que nous on a regardé ça sur tous nos virus, c'est un peu compliqué à voir comme image là. Les séquences s'écartent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes les mêmes mutations, mais que l'accumulation de ces mutations elles ont une espèce de forme. Les séquences obtenues donnent
Au début, elles sont très homogènes, très actives, et puis les mutations ne sont pas les mêmes sur toutes les branches. Et quand il y a 7 branches, eh bien, il y a une dispersion de ce virus et il s'arrête. D'accord ? Ça, c'est l'observation. Et ensuite, on a regardé les mutations, dont je reparlerai plus précisément, sur qu'est-ce que c'est que les mutations qui jouent un rôle. Donc, maintenant, on a toutes les données. On regarde, et on regarde qu'est-ce qu'il y a à chaque fois qu'il y a une racine d'une micro-épidémie ou d'une poussée épidémique, y compris dans une épidémie qui existait déjà. La première sur laquelle on a travaillé, c'est notre virus à nous, le Marseille 4, qu'on voit ici en rouge. On voit qu'il y a une première épidémie, puis pop, une deuxième épidémie. Et ça, c'est dû à une mutation qui était, alors, en l'occurrence, la destruction de leur fuite, dont j'ai déjà parlé. Si vous perdez celui-là, vous gagnez. C'est le mistigris. Et donc, on regarde et finalement, on dit combien il y a de mutations qui ont été associées à quelque chose de bénéfique. Eh bien, pour le SARS-CoV, il y en a eu 200. Et la plupart d'entre elles, personne ne pouvait prédire que ça allait s'associer à un gain de fonction, gain de virulence. Donc personne ne pouvait penser à ça dans un laboratoire. Et personne ne pouvait le trouver, parce que ça c'est chez l'homme, c'est pas chez le souris ou chez le furet, c'est vrai. Et on comprend, ça répond d'ailleurs en partie à la question de savoir est-ce que ça a été fait à Wuhan, c'est que quand il y a une différence entre le virus qui arrive de Chine et celui qui va se diffuser dans le monde. Cette différence, c'est la mutation la plus fertile de toutes. C'est cette mutation qu'on va retrouver tout le temps, à partir du moment où il arrive en Europe. Donc si cette mutation ne s'était pas produite, je ne sais pas pourquoi elle s'est produite, il est possible qu'on n'ait pas eu de pandémie du tout. Donc jusqu'à ce que ça commence en Europe, je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en Italie, qu'on voit apparaître cette première mutation. Et cette mutation, elle arrive dans la RNA polymérase, c'est-à-dire dans la machine qui fabrique l'ARN. Et cette machine qui fabrique l'ARN, qui faisait très peu d'erreurs, elle se met à faire 100 fois plus d'erreurs, donc 100 fois plus de mutants. Donc parmi tous ces mutants, il y en a beaucoup plus qui vont permettre l'évolution de ce virus. Les deuxièmes mutations qui arrivent en même temps, c'est une mutation qui arrive sur la spike. La spike code pour une protéine qui permet au virus d'adhérer à la cellule. Et donc, avec cette mutation, il adhère mieux à la cellule. Et donc, l'association de ces deux mutations va faire la pandémie. Donc, c'est après qu'il soit arrivé du Wuhan qui va devenir pandémique, avec un enrichissement de son efficacité et de son taux de mutation. Et puis après ça, on va voir toute une série de mutations apparaître, assez peu dans les gènes très essentiels, comme la RNA polymérase, il y en a très peu qui sont gardés, c'est celle qui va être la plus importante, pas mal dans la spike, et puis il y en a plein dans les 3 derniers gènes, et parfois qui inactivent les gènes, ce qui fait qu'on voit que les 3 derniers gènes, les 2 ORF7 et leur fuite vont probablement disparaître parce que ils n'ont pas une très grande efficacité. Donc la deuxième très grande surprise que j'ai eue en analysant ça, c'est que ce qui est un clin d'œil à moi-même, parce que à chaque fois que j'ai enseigné quelque chose dont je me rends compte que c'est faux, ça m'amuse terriblement, parce que ma principale conviction, c'est que on explique ce que l'on croit savoir à un moment donné, et ça ne représente pas la vérité. Il faut remonter au sida. Dans le sida, une des raisons pour lesquelles la maladie est permanente, c'est que normalement, nous sommes équipés d'enzymes qu'on appelle ApoBec, qui sont des enzymes qui entraînent des mutations dans les virus. En principe ARN, en pratique, il semble que ça le fait aussi sur l'ADN. Et donc, ce qu'on voyait, c'est que si vous mettiez les mutations par cet ApoBec dans le virus du sida, vous le neutralisiez et était mort. Et donc, il y a beaucoup de travaux, dont l'un qui a montré que le virus du sida, c'est la reine rouge, hein, le virus du sida, lui, il fait un peptide qui s'appelle VIF, qui inhibe ApoBec, et donc ApoBec ne peut plus neutraliser le virus. Très bien. Mais du coup, dans notre esprit, et dans toute la littérature, ApoBec a été qualifié comme étant, chez les vertébrés, une enzyme dont le rôle est de détruire les virus, et donc qui protège contre les virus en découpant, en faisant de la déacétylation, donc ça transforme des G en A, des C en T, voilà, ça fait une différence
dans la séquence, et donc cette différence sur la séquence, le virus n'est plus le même, il meurt. Et donc nous, quand on a regardé, maintenant qu'on sait quelles sont les bonnes mutations, et maintenant, plus tard, on a su quelles étaient les mauvaises mutations, mais quand on a su ce qu'étaient les bonnes mutations, on a regardé, et bien dans ces bonnes mutations, il y en a 30% qui ont été faites par ApoBec. Donc non seulement ça ne nous protégeait pas, mais ça nous a fourré les mutants qui sont devenus les variants dangereux. Donc, c'est l'observation, et c'est l'observation qui est longue à venir, c'est tellement contre, c'est même pas intuitif, c'est contre ce qu'on a appris, écrit. J'ai écrit plusieurs fois ça, quand j'ai enseigné ça. Donc de revenir en arrière, non. En réalité, c'est comme ce que je racontais sur les bêta-lactamases ou les ribonucléases. En réalité, c'est juste une enzyme. C'est idiot, une enzyme. Ça fait pas qu'une chose. Si vous lui dites de faire ça, elle le fait. Elle le fait pas pour vous faire plaisir. Elle le fait. Et donc, il y a des fois où ça vous rend service, des fois ça vous rend pas du tout service. C'est juste une enzyme, quoi. Et donc, il faut pas prendre... Il y a une espèce de vision finaliste du monde à laquelle on échappe extrêmement difficilement. Mais si on n'échappe pas à cette version finaliste, on voit pas les choses, et on est obscurci par ça. Donc moi, c'est une fois qu'on a fini le papier que je me suis rendu compte qu'en réalité, la plupart de ces mutations, on repère très facilement la signature d'ApoBec. En réalité, la plupart de ces mutations étaient ApoBec. Et que, donc, c'est notre système qui était identifié comme un système de défense qui avait rendu ces virus bien plus épouvantables. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer que, à moins que les gens ne sachent pas du tout ce qu'est ApoBec, ce qui est possible, hein, parce que la culture générale sur la virologie est rare. Hein. Si vous avez la culture générale, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez muter un virus en faisant une mutation ApoBec pour le rendre plus virulent, puisque ce que vous pensez au départ, c'est que c'est ApoBec qui les empêche d'être virulents. On a vu très tôt, toujours pareil, hein, en regardant les mutations, que il y avait plein de mutations dans la spike, et c'est une des raisons, si vous voulez, pour lesquelles, quand est arrivé, il y a eu deux choses qui ont fait que pour le vaccin, on a été prudent. C'est de dire, écoutez, très rapidement, on s'est rendu compte que ça tuait pas les gens jeunes. Donc, les gens jeunes, c'est pas une première cible. Vous avez moins de 50 ans, vous mourrez pas. 1 sur 10 000, en regardant de manière neutre, et sur les 1 sur 10 000, je vous dis, il y a des groupes très à risque. Et 1 sur 10 000, c'est les obésités, maladies, les trisomiques. Quand on aura enlevé ça, il n'y en aura même plus 1 sur 10 000, je pense. Donc, c'est pas une cible. Est-ce qu'il y a une chance que ça soit immunogène, au sens où ça vous préserve d'avoir une autre maladie? Moi, je me suis dit, dès qu'on a vu qu'il y a des gens qui rechutaient, on a été les premiers au monde à publier un truc sur lequel il n'y a aucune contestation pour le fait que c'était une deuxième infection, parce qu'on avait séquencé le virus et on avait séquencé le malade. Donc c'est le même malade et deux virus différents. Donc personne ne pouvait dire que c'était pas une réinfection. Donc si vous faites une réinfection avec une maladie qui vous a donné une expression clinique, ça veut dire que la maladie n'est pas protectrice. Et que donc penser que le vaccin va être plus protecteur que la maladie, c'est une idée déraisonnable. D'ailleurs, on sait que c'est pas vrai. Maintenant, on voit que les gens qui ont été infectés une fois sont mieux protégés que les gens qui sont vaccinés. Donc, c'était pas possible. Et donc, c'était... Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a vu, dans les vaccins, il y en avait deux. Moi, j'aurais parié une chose, je me serais trompé. Je pensais que le vaccin chinois avait plus de chances de donner une protection plus longue, parce qu'il protégerait contre les variants, parce qu'il n'y a pas que la spike dedans, il y a tout dedans. Il n'est pas plus protecteur, il est assez protecteur au bout de 3 injections, y compris contre Omicron, si vous voulez, mais il n'est pas plus protecteur que l'autre. Pas moins, mais pas plus. Donc c'est pas que la spike est vraiment un antigène majeur, et donc si vous bougez beaucoup, mais enfin dans Omicron il n'y a pas que la spike, il y a tout qui a bougé. Donc si vous bougez tout, y compris leur fuite, leur fuite c'était probablement un site immunogène. C'est peut-être parce que leur fuite a disparu que le vaccin chinois ne marche pas. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on savait, c'est que de prendre la spike seule, soit pour faire des traitements avec des monoclonaux, soit pour faire du vaccin, ça entraînait un risque très important de pression de sélection sur la spike, donc de faire que les virus qui apparaîtraient, il émergerait des virus qui auraient des spikes beaucoup plus différentes. Donc, c'est ce qui s'est passé, hein, les mutations qui ont été, parmi les mutations fertiles, il y a beaucoup de mutations sur la spike. Hein. De cette figure, là, on voit très bien comment ça apparaît, que ça se densifie, puis que ça disparaît.
vous voyez, vous n'arrivez plus à analyser l'épidémie toute seule si vous ne faites pas les séquences en même temps. En réalité, c'est plusieurs épidémies qui se succèdent, qui se superposent, mais tous ont à peu près la même allure. Et quand elles n'ont pas la même allure, il faut aller regarder dedans ce qui s'est passé quand il y a un trou dedans, que vous l'avez apparaître. Eh bien, en réalité, c'est parce qu'il y a une nouvelle mutation fertile qui est apparue. Hop, ça fait une autre petite épidémie. Vous avez la même chose, bien sûr, si vous faites des anticorps monoclonaux contre une cible particulière du spike. La vitesse d'apparition de mutants résistants est très rapide.